Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir pour la 4e édition du Dialogue. En tant que président, c'est un honneur de vous accueillir ici, dans ce lieu qui a énormément d'importance pour nous. Sachant qu'on est une jeune association qui a été fondée en juillet de l'année dernière. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de conférences, c'est des conférences qu'on avait organisées par le passé, en 2013, 2014, 2017, avec l'intervention de plusieurs intervenants qui nous présenteront leur parcours, leur expérience. Ces interventions seront suivies d'un débat, et puis par la suite on finira par un cocktail pour échanger ici et à l'extérieur. Simplement, nous tenions à remercier nos partenaires, nos soutiens, Marine Delay-Guérande, Augustin Faucheur, de l'Ordre des Architectes, Rock SAS, Corello, de Mathieu Hébard, Archibat. Alors, ce soir, nous allons échanger autour d'un thème, autour d'une question, architecte, ingénieur, un nouveau profil, avec un point d'interrogation. C'est une conférence qui sera animée par Christine Noirot. Et avant de laisser la parole aux intervenants, je vais simplement vous dire un petit mot pendant le débat, pendant les interventions. Vous aurez la possibilité d'interagir via une application qui s'appelle Mentimeter. Alors comment ça marche? Alors la modératrice va vous poser des questions auxquelles vous pouvez répondre. Simplement, vous vous rendez sur le site menti.com. Il y a un code qui est dédié à la question. Vous pouvez y répondre. On se laisse environ 1 minute pour que tout le monde puisse y répondre. Et ça permettra d'alimenter le débat. Voilà, il y a un code Wi-Fi pour ceux qui ont besoin d'un accès à Internet. Voilà. Alors je laisse la parole à Augustin Faucheur, qui est vice-président de l'Ordre des Architectes en Ile-de-France, et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Quand on m'a sollicité pour intervenir dans ce dialogue, j'ai cru au début, puisque la question a été posée, architecte-ingénieur, ingénieur-architecte, un nouveau profil. J'ai tenu à préciser que je n'étais pas concerné par la question, parce que moi je suis que architecte, je n'ai pas fait de double cursus, je n'ai pas un double diplôme. Et donc je vais intervenir non pas sous ce prisme-là, mais sous le prisme de l'Ordre des Architectes, puisque vous êtes ici accueillis au couvent des Récollets. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, c'est un lieu qui réunit plusieurs organismes. C'est un lieu qui a été monté il y a une quinzaine d'années. C'est la volonté des architectes de s'ouvrir et de réunir dans ce lieu, donc l'Ordre des Architectes, je vais vous en dire 2 mots après, une maison d'architecture qui est un lieu culturel majeur pour la diffusion architecturale en Ile-de-France, un pôle de formation, le pôle EVA, environnement, ville, architecture, un outil à destination des architectes, des aménageurs, des maîtres d'ouvrage qui travaillent sur la question de la formation continue, on en parlera peut-être ce soir aussi, qui est importante pour notre profession. Et puis, on a voulu aussi que ce lieu permette d'accueillir plus de monde, donc il y a un café, vous avez pu en profiter, il y a une terrasse. Donc voilà, c'est un lieu qui réunit plusieurs acteurs de la profession, qui est ouvert à tout le monde, qui vous accueille et qui... Voilà, avec lequel on travaille. Donc un petit rappel, moi je suis vice-président de l'Ordre des Architectes, c'est une instance nationale qui est subdivisée en conseils régionaux et qui est en charge de la tenue des missions régaliennes de la profession. Je sais que ce soir on a un public d'architectes, ingénieurs déjà diplômés, on a aussi quelques étudiants, certains n'ont pas encore fait leur HMO, donc je vais me permettre de faire juste quelques petits rappels. Vous rappelez que, pour ceux qui ne le savent pas, l'architecte est un titre reconnu et protégé par la loi de 77
à qui l'État a confié une mission extrêmement importante qui est celle de concevoir le cadre de vie, d'établir les permis de construire. Et accessoirement, c'est écrit dans la loi, d'en suivre la réalisation. Donc le Conseil de l'ordre des architectes régit l'exercice de la profession pour garantir le respect de l'intérêt public, assurer auprès du grand public que les architectes auxquels le public fait appel ou les acteurs institutionnels font appel respectent la loi et le code de déontologie. Je vous précise que l'Ordre des architectes n'est pas un syndicat au service de la profession, mais bien une institution au service de la société. Par une action objective et neutre, l'Ordre est légitime à représenter néanmoins la profession, son image, ses pratiques et ses savoir-faire. Et c'est à ce titre-là que je vais aussi intervenir pour me poser des questions et essayer d'y répondre sur la place des architectes ingénieurs au sein de notre profession. Vous dire, j'ai interrogé le tableau tout à l'heure pour savoir dans les 10 000 architectes d'Île-de-France qui étaient identifiés vraiment comme architectes ingénieurs et qui le revendiquaient. Vous n'êtes pas très nombreux. C'est peut-être un défaut d'identification, mais enfin, on reparlera aussi de cette question du plan du titre. Vous dire que, puisque les architectes sont au service de la société, ils doivent répondre aux défis de cette société. Vous savez aujourd'hui qu'ils sont nombreux. On va en citer quelques-uns. Peut-être qu'on pourra en parler ce soir et voir comment les ingénieurs peuvent nous aider à y répondre. On va parler dans les défis qui nous intéressent et qui nous préoccupent pour les années à venir, la question de la construction du logement et du manque de logement, la question de la transition écologique, de la rénovation du bâti et du patrimoine du XXe siècle, la question du réchauffement climatique, la question de la raréfaction des matériaux, la question de la désertification des centres-bourgs, de l'étalement urbain et des friches commerciales, de l'étalement du tissu pavillonnaire, la question de la ville résiliente face aux enjeux des risques majeurs. Voilà, les questions, on va un petit peu en parler aussi, je crois, des outils numériques dans la profession et dans l'évolution de la profession. Bref, un certain nombre de sujets qui interpellent la société, dans lesquels les architectes ont des réponses à apporter. Et la société nous attend, et quand elle ne nous attend pas, on est aussi là pour venir les interpeller et leur proposer des solutions. C'est notre force, celle de parler et d'intervenir au nom du bien commun et du bien public. C'est aussi un combat, les acteurs ne nous attendent pas toujours, il faut aller les convaincre, il faut aller les chercher, et pour ça on a besoin de s'entourer d'un certain nombre d'acteurs, les ingénieurs, mais pas seulement, les politiques, les géographes, les urbanistes, les économistes, les acteurs culturels, les médiateurs de l'architecture. C'est pour cela qu'on pense que le projet ne se fait pas tout seul, il se fait avec un certain nombre de partenaires, et donc on est heureux de pouvoir écouter ce que les ingénieurs dans ce contexte-là vont pouvoir nous apporter. Juste pour conclure, je voudrais vous dire que dans ce cadre prospectif, on avait initié il y a 3 ans des rencontres professionnelles qui s'appelaient Architecte, un métier en révolution, qui interrogeait justement qui invitait la profession à s'interroger sur son avenir et sur la façon dont elle serait amenée à évoluer. On va renouveler cet événement, on vous invite à nous suivre. On va organiser au mois de novembre des rencontres professionnelles qui auront pour thème Réparer la ville, où en réunissant un certain nombre d'acteurs, de maîtres d'ouvrage, d'aménageurs, d'architectes, d'ingénieurs aussi, on va se poser la question pendant 3 jours de comment on transforme cette ville, comment on répond aux défis que j'ai cités au tout début. Donc je vous invite à nous suivre et à participer à ces journées qui auront lieu au mois de novembre. Voilà. Merci déjà Augustin et merci aussi à l'association de m'avoir fait confiance. Donc moi je suis Christine O'Haraud, j'ai un profil sûrement autant voire plus hybride que vous, parce que souvent je demande un petit peu ce qu'un historien slash plein de choses, il y a pas mal de choses écrites là, fait par ici. Et puis en fait moi j'ai travaillé 10 ans au pavillon de l'Arsenal et je m'occupais de tout le fond, des expositions, de l'écriture, des auteurs, etc. Et c'était une partie du travail qui est fondamentale pour faire de la médiation autour de ce que vous faites, ce que vous serez amené à faire demain, et des enjeux que soulevait très justement Augustin.
Donc aujourd'hui, j'accompagne des architectes, mais aussi des collectivités, des promoteurs, tout type d'acteurs, dans des études, de la recherche, je fais des conférences, voilà, et j'essaye de mettre en avant toutes les façons de faire, et puis aussi de parfois donner un petit peu de hauteur de vue sur la façon dont on fabrique la ville, pas que aujourd'hui, et aujourd'hui c'est très à la mode de dire fabriquer la ville, mais finalement notre cadre de vie, on le tisse jour après jour et depuis des millénaires. Aujourd'hui on est face à une grande accélération du temps, donc une accélération aussi des urgences et des pressions qu'on peut mettre sur les générations à venir, dont vous faites partie. Donc c'est vrai que je trouve que cette logique de dialogue engagé, elle est fondamentale pour que vous puissiez comprendre comment vous positionnez, que vous puissiez aussi bénéficier de l'expérience des intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de participer à ce débat. Il y a en effet des architectes ingénieurs, des architectes uniquement, mais pas que. Il y a aussi Cécile qui complète le panel et qui fait, elle, plutôt partie de la partie maîtrise d'ouvrage. Donc je tiens à le préciser, puisque mon plus grand combat, c'est aussi de faire comprendre aux architectes et aux ingénieurs qu'il faut ouvrir aussi sa pratique à essayer de comprendre comment fonctionnent les autres pour les faire entrer dans une logique qui n'est pas uniquement la logique de conception du projet, mais qui est aussi la logique de constitution d'équipe. Donc ça, c'est vraiment la façon aussi dont on souhaite vous restituer les expériences ce soir. Et donc je ne serai pas plus longue. Je vous informe juste, je crois qu'il y avait une autre slide qui était derrière, qui est là, voilà. Donc j'ai monté une société qui s'appelle Le Visiteur d'Architecture, qui fait des visites d'architecture contemporaine pour tout type de public. Et puis j'ai sorti cette année un ouvrage au Moniteur sur l'urbanisme de Dalle. Et là aussi, alors je vous invite à le consulter en bibliothèque ou à l'acheter si vous le pouvez, puisque les spécialistes architectes ou urbanistes ou autres qui l'ont lu m'ont dit « Ah, c'est très bizarre d'approcher le sujet de cette façon-là, mais finalement, pourquoi pas ?» Voilà, donc je pense que c'est aussi un point de vue à avoir. Et puis un autre ouvrage qu'on a monté avec une autre association qui s'appelle les AMO, que vous connaissez sûrement, et qui s'appelle Expérimentation Capitale, qui est sorti en fin d'année dernière, et qui fait un bilan un petit peu de cette fameuse fabrique de la ville depuis le début du XXIe siècle. Donc on est à la fois sur des projets en cours comme la Samaritaine, Saint-Vincent-de-Paul, etc., mais aussi peut-être s'autoriser 20 ans après quand même, parce que ça fait déjà 20 ans, à faire le bilan de projets qui avaient été initiés au début du XXIe siècle et qui aujourd'hui sont quasiment terminés, tels que l'écoquartier Boussicot, Clichy-Batignolles, ou même Paris-Rive-Gauche qui est quand même plutôt sur la fin. Voilà. Donc, bon, j'en dis pas plus, je vous laisse faire preuve de curiosité. Et puis, donc on va donner, alors je sais pas si on donne tout de suite la parole ou si il y a une présentation. Non, c'est bon. Et ben, je donne tout de suite la parole alors à ce moment-là à Olivier, voilà, qui va lui-même se présenter et vous faire une présentation de sa pratique. Allô, oui, on m'entend. Bonjour, donc moi je suis Olivier Théron, je suis architecte ingénieur ou ingénieur architecte, enfin j'ai un double diplôme. Alors je vais tout de suite rentrer dans le détail, mais assez simple. Donc, mon cursus en termes de formation et d'études, j'ai commencé par faire des prépas pour les grandes écoles d'ingénieurs, et donc j'ai été reçu à l'École centrale de Nantes, dont j'ai été diplômé en 2000, avec déjà une petite option, ça reste généraliste, mais une petite option quand même sur le génie civil et l'environnement. Il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans, et surtout j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, mais de tomber dans l'architecture quand j'étais tout petit, puisque mon père est archi, et mes deux frères, au moment où je faisais Centrale, en fait, faisaient déjà des études d'archi. Et donc je voyais un peu ce qu'ils faisaient, et je me suis dit, voilà, c'est quand même génial ce que vous faites. Et au sortir, quand j'ai eu mon diplôme de l'école d'ingénierie, donc je me suis dit, il faut quand même que j'approfondisse ce côté-là, mais vraiment, il faut que je fasse des études d'archi.
Et donc le problème c'est qu'à l'époque, les études d'archi, en 2000, quand on était un ingénieur génie civil, c'était pas très bien accueilli, on va dire. Et puis surtout ça n'existe pas, il y avait l'ENSAIS à Strasbourg qui faisait un double diplôme, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai pris mon petit dossier, et puis je suis allé dans les écoles parisiennes pour des raisons personnelles, je suis retourné sur Paris. Et bon voilà, donc j'ai demandé aux écoles d'archi, chacune les unes après les autres, en quelle année ils me prenaient pour faire des études d'archi. Donc les gens me regardaient avec des gros yeux au départ, puis bon, Val-de-Seine, qui n'était pas tout à fait Val-de-Seine à l'époque, c'était à Charenton, mais c'était déjà école Val-de-Seine, m'a dit bon bah ok, vous êtes en 4e année. Yes, c'est super. Sauf qu'en fait, je suis arrivé dans un monde qui était que je connaissais un peu parce que j'avais de la famille, mais c'est vrai que je me suis fait pourrir, pour faire simple. En gros, c'était quand même très compliqué. Surtout que les gens ne comprenaient pas que j'avais envie de faire ça, en fait, après avoir fait un boulot d'ingénieur. Et en même temps, parce qu'il fallait que je gagne ma vie, rapidement, donc j'ai fait, je vous expliquerai après, j'ai travaillé à CETEC Bâtiment, qui est un gros bureau d'études généraliste sur Paris, parce que voilà, faire des études c'est bien, mais il faut gagner un peu sa vie. Parallèlement, dans la formation, j'ai en 2010 décidé de me faire former pendant 1 an avec une association que je crois n'existe plus malheureusement, mais qui s'appelle Europe et Environnement, qui formait sur les questions environnementales dans le bâtiment, le paysage, l'urbanisme, tout ça. Donc ça a duré 1 an, pareil, pendant que je travaillais, j'avais un temps partiel en fait qui me permettait de pouvoir me former. Alors ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, en fait, mon expérience principale, on va dire, a été donc chez CETEC. J'ai travaillé pendant 4 ans chez eux. Alors au début, vu que je faisais mes études d'archi, j'étais à mi-temps, et puis au fur et à mesure, je suis passé au 4-5e, et quand j'ai passé mon diplôme, je faisais le diplôme le week-end, et j'étais à plein temps chez CETEC. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, ça m'a permis de voir, d'abord voir que c'était le métier d'ingénieur, évidemment. Alors évidemment tout de suite j'étais catalogué chef de projet parce que je ne pouvais pas être spécialiste en faisant des études d'archi en même temps, forcément j'étais plutôt global. Et donc voilà, donc c'était vraiment intéressant parce que j'ai pu voir en tant qu'ingénieur, CETEC c'est quand même un gros bureau d'études avec des archis assez connus, et donc je suis rentré, j'ai travaillé un peu, j'ai fait un peu l'espion industriel dans les agences d'archi, chez Porzampar, chez Michel Beauvais ou d'autres, la Caton Vassal qui commençaient à monter à l'époque, c'est quand même l'école d'architecture de Nantes. Voilà, donc c'était très intéressant pour ça, j'ai essayé de pas trop m'étendre. Et donc au bout d'un moment, en fait, les frangins, comme vous avez compris, faisaient des études d'archi, on a décidé de s'associer et de faire en fait une structure, quand tout le monde était diplômé, une structure en fait mixte, architecte-ingénieur. Alors c'était évidemment un projet large, donc au début on était finalement 3-4, on va dire, ce qui est déjà pas mal pour une agence d'archi. Et on a fait beaucoup de réhabilitation, alors ça fait quand même 15 ans quasiment du coup. Et c'est vrai que du coup, progressivement, on est passé un peu par tous les stades. Les maîtres d'ouvrage nous aimaient beaucoup parce qu'on était aussi, on était friands de trucs que les architectes n'aiment pas forcément au départ, c'est-à-dire travailler à l'intérieur, faire des réhabilitations, des choses comme ça. Et on apportait quand même ce regard d'architecte qui trouvaient intéressant. Donc on est devenu finalement un peu spécialiste dans des grosses réhabilitations en Ile-de-France, ou des bâtiments un peu haussmanniens compliqués, alors dans l'hôtellerie beaucoup. Parce que mon père, évidemment, on jouait un peu avec sa relation, mais il connaissait pas mal de personnes dans l'hôtellerie, donc petit à petit on a fait des petits projets. Donc c'était vraiment assez petit au départ, et puis au fur et à mesure on a fait des grosses opérations. Alors, je ne vais pas montrer beaucoup de photos, mais en gros on a fait des grosses réhab dans le sud de la France, hôtel 5 étoiles, tout comme ça. Et progressivement en fait, alors c'est pareil j'enchaîne, mais ce que les maîtres d'ouvrage en fait apprécient beaucoup et on apprécie dans notre cursus, je ne sais pas du tout où j'en suis, c'est qu'on avait justement cette approche un peu touche à tout, autant sur les questions pour les réhabilitations, sur les fluides, on savait comment ça fonctionnait, en gros une PMC pour faire simple, et après sur les aspects plus de façade, puisque rapidement ils ont compris qu'on savait faire d'autres choses que juste faire de la réhab, et donc ils nous ont demandé de réfléchir sur des structures, sur des façades, sur des enveloppes. Nous en fait ce qu'on a fait c'est qu'aujourd'hui on est 9, mais on n'a pas encore d'ingé pur, mais on a quand même des profils qui sont quand même assez techniciens. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, parce que nos maîtres d'ouvrage nous l'ont demandé assez rapidement, on intègre des missions chez nous où on prend tout en charge, en tant que maîtrise d'œuvre. Et donc, on prend des ingénieurs avec qui on aime bien travailler, souvent des indépendants, qui nous font comme ça une mission globale, par exemple, sur la question de la qualité thermique d'une enveloppe, des choses comme ça.
Et ça, depuis plusieurs années, en fait, maintenant, les maîtres d'ouvrage ont compris qu'on apportait vraiment cette vision complète là-dessus. On a fait des petites passerelles, machin, enfin, c'était très rigolo de voir un peu ce que les maîtres d'ouvrage vers quel type de projet nous orienter. C'est très divers. Et donc, un peu plus récemment, on fait quand même un peu plus de construction. Alors, c'est pas forcément, la panacée, mais c'est vrai qu'on a quand même eu ce réflexe du maître d'ouvrage qui ne considérait pas forcément comme un architecte au début, et puis qui s'est dit, tiens, on fait une extension comme ci, un truc comme ça. Donc voilà, donc petit à petit, on ne fait pas des très grosses opérations, mais on travaille dans le logement, principalement privé, parce que comme vous l'avez compris, on a fait assez peu de concours et de choses comme ça. Donc on a fait beaucoup avec des bailleurs, des promoteurs, choses comme ça. En ce moment, on travaille sur le secteur médico-social. Donc on a quelques EHPAD en construction et toujours des réhabilitations d'hôtels, des choses comme ça. On est vraiment toujours, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans notre profil. Après, chaque archi fait un peu comme il le sent, mais vraiment cette double casquette nous a permis de pouvoir... On a par exemple des bailleurs qui nous appellent pour rénover. On fait beaucoup, par exemple, de rénovation de parcs semi-social. Alors c'est du privé, mais avec des fonds publics, on va dire, sur des logements intermédiaires où on fait 500 logements en rénovation. Alors je peux montrer les photos parce que c'est absolument... c'est bien parce qu'on apporte dans le détail, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué il faut trouver toujours le petit détail qui va bien. C'est des gros projets, mais on rénove 500 logements en faisant des ITE, des menuiseries extérieures, des garde-corps, on se passe sur des petits détails comme ça, et c'est toujours aussi passionnant. Moi, mon point de vue, c'est que justement, l'architecte mérite de s'ouvrir à plein de métiers, et comme on disait tout à l'heure, on n'est pas forcément obligé de faire, on va dire, le concours public avec le projet prestigieux. Je trouve que tout est intéressant, y compris dans le détail. Voilà, je crois que j'avais peut-être fini. Merci. Alors, on va lancer. Il faut juste que je récupère la petite télécommande. On va lancer le Mentimeter, le premier. Alors, est-ce que je dois appuyer? Non, je ne sais pas si je dois appuyer quelque part. Ah, voilà. Alors, la première question qu'on a souhaité vous adresser, c'est comment est-ce que vous vous définissez? Vaste question. Alors, on vous a proposé des choix quand même. Donc, soit vous vous définissez plutôt en tant qu'architecte, plutôt en tant qu'ingénieur, plutôt en tant qu'architecte-ingénieur, ou vous ne savez pas du tout, parce que vous avez tout à fait la possibilité de ne pas savoir, en fait, de vous dire, bon, moi je suis perdu, pour l'instant je ne me prononce pas. Voilà. Rapidement mon travail ce soir, j'ai choisi de poser une question sur la transversalité qui est une question assez récurrente quand on parle d'architecte-ingénieur. Moi, ce que je me suis demandé, c'est à quelle transversalité nous donne accès ce double profil et ce double cursus. Et quels sont les impacts sur notre métier et notre façon d'exercer. Donc en fait, j'ai trouvé en réfléchissant que finalement la transversalité, elle provenait aussi d'abord de la confrontation de deux mondes qui sont hyper différents. D'abord, il y a l'architecture, avec des univers connexes qui sont plutôt, par exemple, je n'ai pas voulu établir de liste exhaustive, mais liés aux beaux-arts, à l'histoire, aux lettres, au design, à la sociologie. Et d'un autre côté, on a l'ingénierie, qui est un monde très différent et qui a plutôt trait à l'économie, à la politique, au monde de l'entreprise aussi, à la gestion et à la production. Pourquoi je considère que c'est important? C'est-à-dire que finalement, ces deux mondes qui sont super différents façonnent notre façon de penser, notre mode de travail, notre mode de vie, et que ce soit dans la formation, dans les domaines étudiés ou dans les façons d'exercer après le métier, je trouve en tout cas personnellement que ça a un impact assez important. Et notamment dans le fait que Pardon, je maîtrise pas bien
pas où il faut viser en fait. Bon, notamment dans le fait que la rencontre de ces deux mondes donne accès en tout cas à une compréhension un peu plus globale de la chaîne de production d'un bâtiment et non plus seulement à la conception d'un projet. En fait, si on prend classiquement, moi, les acteurs auxquels je suis confrontée, dans un projet, il faut viser là-bas. Il y a de manière assez pyramidale et radicale le maître d'ouvrage qui est dans mon cas souvent un promoteur ou un investisseur direct qui s'occupe de toute la promotion, la stratégie en amont du projet et en aval le constructeur et les maîtres d'œuvre qui sont plutôt de l'ordre du prestataire et qui interviennent bien plus en aval dans le projet. Dans une vision un peu plus équilibrée des forces de production, en fait, à l'instar de la métaphore, on va dire, du cinéma, la maîtrise d'œuvre peut aussi se positionner un peu plus en réalisateur et essayer d'apporter son expertise à différentes échelles du projet, plus en aval, plus en amont, et pour mieux dialoguer avec les différents acteurs et les différentes étapes du projet. Donc à mon échelle, dans ma pratique, j'ai essayé de mettre ça en place, d'une part parce que ça m'intéresse, d'autre part parce que je trouve que ça nourrit énormément ma pratique du projet, peut-être aussi parce que je n'ai pas tant d'expérience que ça, et je n'en avais pas tant que ça au moment où je me suis lancée. Mais en tout cas, j'ai Upsilon est donc l'agence d'architecture à travers laquelle je conçois des projets. Mais j'ai aussi en association une structure de maîtrise d'œuvre d'exécution, donc pour mes projets, mais aussi pour des projets d'autres architectes, qui nous donnent l'occasion de travailler sur des projets extrêmement complexes et innovants. Et une autre branche, on va dire, qui se positionne en concepteur général, et qui permet du coup, donc qui est un concept un peu plus flou, je vous l'accorde, mais qui permet de travailler à différentes étapes du projet, d'accompagner, c'est plus proche d'un rôle de conseil éventuellement. Donc pour illustrer un peu ces trois branches, j'ai choisi trois projets, donc celui-ci, j'y ai travaillé avant de me lancer, donc c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un projet qui m'a énormément appris dans le cadre de l'agence Elemental au Chili, où en tant qu'ingénieur et architecte, il y avait vraiment la double compétence. On a développé un concept de maison incrémentale que vous connaissez peut-être, qui considère que en fait, le foncier n'est pas le problème en Chili et en Amérique latine, mais c'est plutôt le coût de construction. Et donc le principe développé est une structure en ossature bois qui nous permettait de construire des demi-maisons, donc 2 fois moins cher, avec une structure capable d'accueillir l'incrémentation, donc la deuxième partie de la maison, pour l'autoconstruction et pour que les résidents plus tard puissent, une fois qu'ils ont les moyens ou les besoins, construire la deuxième partie de la maison. Et donc là, sur cette opération, par exemple, j'étais intervenue en tant que, on va dire, BET structure et architecte. En conception donc pure, on va dire, archi, le projet qui nous occupe le plus de temps en ce moment, on va dire, et qui est le plus intéressant à vous raconter, c'est un projet à Dijon, sur le long du canal de Bourgogne. Et il est intéressant parce qu'on a commencé à travailler très en amont avec l'aménageur du Grand Dijon et le promoteur pour développer un projet qui utilise vraiment l'espace environnant, le canal, il y a un bois de l'autre côté, et qui nous, sans clôture, sans barrière, sans réelle limite de propriété. Donc ça peut paraître assez simple, mais en fait dans la pratique c'est très compliqué à mettre en place, et c'est un vrai travail en amont, et qui, donc ça fait déjà 2 ans que je travaille sur ce projet. Et par exemple, on n'a toujours pas déposé les permis de construire, parce que c'est des séries de réunions de travail pour adapter l'environnement qui est du foncier public
au projet qui est du foncier privé. Donc, ouais, et après, c'est un projet qui est aussi intéressant en soi, puisque du coup, c'est un projet très bas carbone, qui est en structure bois intégrale, puisqu'on s'est dit, dans une forêt au bord du canal, on ne va pas commencer à construire de grosses piles en béton. Et donc, c'est un projet très tramé qui nous permet d'obtenir des coûts de construction très bas, malgré des exigences environnementales assez élevées. Voilà. Et enfin, donc la maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc je vous disais, moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup dans la pratique parce que du coup je pense, c'est quasiment sûr d'ailleurs, mon profil d'ingénieur, on me sollicite sur des missions très complexes, et donc ça c'est le projet de Sou Fujimoto et Léné Roussel à Montpellier, l'Arbre Blanc, sur lequel j'ai été appelée pour rejoindre la maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc l'inauguration c'est demain, après-demain. On a mené à bout ce projet, c'était assez complexe, mais notamment c'est un projet donc en béton avec des planchers champignons, ce qui n'est pas si fréquent, enfin moi je ne l'avais pas rencontré si souvent, et en revanche les balcons sont préfabriqués en métal. Donc c'est vraiment une structure mixte sur laquelle les balcons ont été grutés, finis, totalement finis et encastrés sur la façade. Et donc quand on voit le projet fini, c'était un beau défi, puisque en fait c'est une forêt de balcons, et donc il fallait les caler les uns avec les autres. Bref, c'était un projet très, très intéressant. Donc voilà un peu pour vous décrire le panel d'activités que l'on fait au quotidien au sein du PSIL. Merci Clémence. Mario. Bon, bonjour à tous, merci à l'association AAIA de me donner la parole. Je remercie évidemment les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années d'être présents. Je vais vous présenter que des images de projets, mais avant ça, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Mario Poirier, je suis diplômé de l'École centrale de Lille et de la Faculté Polytechnique de Mons. Et le diplôme que j'ai obtenu à la Faculté Polytechnique de Mons, c'est le diplôme d'ingénieur civil architecte, qui est l'ordre, déjà une connotation. Je suis d'abord ingénieur civil et architecte. Alors évidemment, la particularité de ces études, ça a été de faire du projet, en fait, ce qui, à mon sens, a réuni la vocation d'architecte et la vocation d'ingénieur civil que j'ai, c'est cette dimension projectuelle. Pour ça, projet architectural, projet constructif, il y a, à mon sens, pas beaucoup de différences. Il y a des nuances, certes, mais il y a une action de projet. Alors, j'ai été diplômé en 2005, ça a de l'importance. Je suis revenu sur Paris, j'ai été embauché comme ingénieur civil par une agence qui s'appelle EVP Ingénierie, qui est dirigée par David Chambol, avec lequel j'ai collaboré quand même de nombreuses années. Et en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité de pratiquer l'enseignement. J'ai commencé à Clermont-Ferrand un peu brièvement, mais surtout j'ai enseigné donc, à Paris-la-Villette auprès de Jean-Pierre Franca, Jean-Marie Perrin, Franck Gomin, Yves Rouby, des gens qui ont mis en place, en tout cas qui ont participé à la mise en place de ce bicursus particulier qui existe à la Villette. Et qui nous réunit aussi ce soir, je pense qu'un certain nombre d'entre vous en font partie. Et l'enseignement, évidemment, c'est assez difficile parce que vous donne une charge de travail, de cours à donner, et forcément il n'y a pas de programme, donc c'est vous qui définissez. Et un des cours qu'on a mis en place, pas tout seul, avec Raphaël Arlot, c'est le projet de sculpture tectonique, qui avait pour but de donner une dimension un peu plus construite à la formation, on va dire, d'architecte.
Donc ce n'était pas ouvert uniquement aux architectes et ingénieurs, hein, mais évidemment à l'ensemble de la promotion. Bon, j'ai eu l'occasion de faire qu'une année, parce qu'après j'ai été titularisé à Paris-Val de Seine, où je suis encore actuellement. Oui, j'ai laissé, donc c'est à mon avis ce cours à Marc Léral qui ont fait quelque chose de très bien. Bon, la titularisation fait que vous êtes obligé de partir. Donc j'ai dû partir de VT-ingénierie, j'ai donc monté ma propre structure, qui s'appelle l'EPUSA Laboratoire des structures, avec 2 associés avec qui j'avais monté une agence d'architecture, qui existe toujours, Atelier Apusy. Mais comme je passe mon temps, enfin la majorité de mon temps pour le développement de ces structures, c'est celle que je connais le mieux et que je vous présenterai brièvement. L'objectif de cette société, pour moi, du fait que je suis enseignant, c'est de créer un lieu d'expérimentation. Alors, un lieu d'expérimentation, évidemment, autour de l'objet construit, l'objet architectural, la construction. Et évidemment, tout type de sujet nous intéresse. C'est les différentes problématiques qui vont nourrir finalement la vie de l'agence. Et j'espère que les quelques projets que je vous montrerai arriveront en tout cas à vous le démontrer. Alors, un dernier mot, je remercie, IPUSA évidemment, c'est pas moi, c'est moi qui prends la parole, mais c'est pas moi. Je remercie donc mes collaborateurs qui passent du temps avec moi, Lucie Génuis, Julie Madson, Marine Collignon, Robin Rodran, Arnaud Bazillet, voilà, qui participent en fait à la vie de l'agence. Alors j'en oublie, s'il y a des gens qui sont partis, des gens qui reviennent. En tout cas, certains sont dans la salle. Nous aurons l'occasion aussi de discuter avec vous après. Et la particularité, c'est qu'ils sont, alors tous, quasiment tous, un bicursus. Ils sont tous architectes, ingénieurs, et à mon avis, la question, en tout cas, on pourrait leur poser, ils auraient une réponse à mon avis pertinente à donner. Alors dans les projets, je vais le faire brièvement, ça c'est l'un des premiers projets de l'agence, une surélévation. Ces projets, c'est tout le temps en collaboration avec des architectes, alors parfois avec l'atelier Apusy, mais le plus souvent avec d'autres agences d'architecture. Bon, là, l'agence Gilles Givry et la mienne, on a été fondés à peu près en même temps, donc c'est une première expérience et un premier jet. Là, on voit une construction en CLT, quand le débat sur la mise en place du CLT et des surélévations sont mises en place. Pour passer, ça marchait pas. Ah ouais. Les images sont un peu lourdes. Alors un lieu d'expérimentation, je vous le disais, parce qu'on ne fait pas que des projets construits, habitables. Là, c'est un projet avec un artiste qui s'appelle Jan Tomaszewski. Et on a construit cette comète, enfin une reproduction de la comète Chury. Donc on a déposé au musée de l'art et de l'espace et qui est démoli, là, comme vous pouvez le voir sur l'image. Excusez-moi, les images sont lourdes. Une autre image, donc un préau en charpente bois avec les architectes Bas Battier, architecte, qui a été nommé là récemment prix du Trophée Bois, Île-de-France. Donc c'est une petite construction. L'intérêt qu'on y a trouvé, c'est évidemment une technique constructive un peu particulière, qu'on ne peut pas construire un peu tous les jours. Et donc, à cette échelle-là, on est capable d'expérimenter. Donc là, vous voyez un espèce de plancher caisson, sans sens de portée clairement défini. Voilà, un plancher caisson. Surmonté de petits poteaux métalliques encastrés dans le sol. Donc c'est des choses qui sont très simples, mais il faut arriver à les mettre en place. Et nous, on participe par notre connaissance de la mécanique des structures, mais par notre connaissance aussi du milieu des entreprises, du milieu, une bonne connaissance du maître d'ouvrage, et en tissant ce lien, on est capable de faire des petits projets voilà, de cette taille. Alors, la question de l'agence, il y a une question évidemment qui tourne autour de la matérialité, et l'avantage de notre formation et puis de nos études, c'est aussi de s'intéresser à des domaines qui sont très transversaux. Là, ce projet-là, il est intéressant parce qu'il était, c'est l'un des premiers projets en bois paille. Quand la problématique du bois paille sortait pas encore.
Et donc là, c'est une réalisation qu'on a fait à Nogent-le-Rotrou, 13 maisons individuelles en bois paille, avec les architectes NZD. On s'intéresse au biosourcé, à la paille, mais aussi à d'autres matériaux comme là ici la terre crue. Donc c'est un projet avec Langue Fabrique où on a mis en place, donc en zone sismique, on est en Isère, des murs donc, en terre crue qu'on voit sur la façade avant. On a mis en place d'autres solutions biosourcées, donc typiquement le bois paille, les planchers type opportune, hein, pour ceux qui connaissent. Et comme on est en zone sismique, eh bien, on voit bien le mariage avec le béton. On voit le noyau béton en son centre. Un autre projet, donc ça c'est l'hôtel de ville de Cachan, donc dans le cadre patrimonial qui est cet hôtel de ville, où on a participé en partie à la réhabilitation, mais surtout à la construction de cette verrière, avec une ossature métallique porteuse, on pourrait s'étendre dessus. Une chose qui était intéressante là-dessus, c'est qu'on a fait des études d'exécution sur ce projet. Un projet, encore une fois, avec NZD, tout en bois, petit bâtiment centre scolaire à Bonneuil en France, donc tout en bois, une grande façade vitrée qui donne sur le jardin. Et puis à côté, forcément, petite production, mais c'est pas le cœur aussi de l'agence. Hein. C'est avoir une vision assez générale du monde de la construction. Donc là, c'est un projet immobilier qu'on a fait pour le groupe Brémond. Donc 104 logements, tout en béton, plaquettes posées sur, plaquettes ou enduits posées sur les voiles béton. Par contre, une problématique d'infrastructure. On est à Ivry-sur-Seine dans la ZAC du port, donc avec des problématiques d'eau assez importantes, évidemment des terres polluées, et évidemment avec une logique économique certaine. Ici, une autre expérience, donc 26 logements à Montreuil. La particularité de ce projet, c'est que c'est de l'habitat participatif. Alors, on voit une des réunions de conception sur la partie en haut à droite. Concevoir donc avec des habitants, ça fait aussi partie des pratiques un peu particulières. Et donc l'avantage de travailler comme bureau d'études, ça nous permet d'avoir un panel, une diversité de projets et donc d'acteurs, de rencontres d'acteurs qui nous permettent en tout cas d'enrichir la culture de l'agence. Et un dernier projet, donc ça c'est à Saint-Béat, donc c'est dans les Pyrénées, hein, c'est à la frontière espagnole. C'est un centre d'intervention pour s'occuper du tunnel qui relie la France donc à l'Espagne. Et donc c'est un petit bâtiment industriel, mais vous voyez très architecturé, même s'il se veut simple et économique. Alors j'ai mis ce projet surtout parce que, vous voyez, on est capable de travailler aussi à distance. Par contre, la production, elle est française. J'ai pas eu l'occasion encore de construire à l'étranger. Voilà pour la présentation, je vous remercie. Alors on lance un deuxième sondage. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le troisième. Là, il y a un petit problème, là. On est bien d'accord que vous n'avez pas encore voté. Ok. C'est possible de... Ah, voilà. Bon, alors ne tenez pas compte des chiffres, hein, je pense qu'on va pouvoir voter quand même. Alors, comment voyez-vous votre avenir à la sortie de l'école? C'est une question d'ailleurs sur laquelle on viendra après. Alors, vous vous imaginez plutôt employé dans une grande agence, employé dans une petite agence, freelance ou entrepreneur, fondateur, enfin, monter votre propre agence. Alors, est-ce qu'on arrive à voter là ou... J'ai l'impression que ça ne marche pas. Non, je crois qu'on est bloqué là sur le... On peut le rebooter ou c'est pas possible?
Bon, je crois qu'on n'arrive pas. Bon, on essaiera de voir si on ne peut pas le refaire après. Et en attendant, je vais donner la parole à Hugues. Ah si, ça a marché. Bon. Bon, on le remettra après. On le remettra après. Oui. Parce que là, c'est... Hello, merci beaucoup. Je suis très flatté d'être invité. C'est un honneur de présenter devant vous et sur cette question. Pour moi, c'est simple. C'est un métier, mais deux professions. On construit, et pour moi, construire, c'est une synthèse, une symbiose de poésie et de la technique. Donc pour moi, je vais rapidement présenter un petit peu mon parcours. Et après, on peut... J'avais la chance de commencer mon travail en quittant l'école d'architecture à Londres, à l'EA. J'ai décidé qu'il fallait que j'aille, pour être un bon architecte, il fallait savoir construire. Et je suis allé travailler pour un ingénieur, Peter Rice. C'était une chance inouïe. À 24 ans, j'ai commencé avec lui, tout jeune, à la Villette à l'époque. C'était un baptême dans un métier, dans ce métier dont je parle, qui est de maîtriser la technique, maîtriser l'ingénierie pour faire des objets d'architecture, des objets d'art. Alors, ça, c'était la première expérience, c'était les serres du musée de sciences et industrie à la Villette, où nous avons développé le système la première fois, les systèmes de façade tenus par les câbles. Et j'avais aussi développé la rotule, le boulon qui maintient le verre. Donc c'était le métier de façadier, de verre, c'était plutôt côté architecte à l'époque. C'est l'architecte qui faisait la peau et l'ingénieur qui faisait la structure. Et donc ça c'était la réflexion d'ingénierie sur la peau. Comment faire un boulon, l'articuler, c'était quand même une synthèse déjà à l'époque. Un autre exemple, juste après la Villette, on commençait avec Peter Rice de travailler sur le modèle de la pyramide, la grande pyramide. Et après, on avait conseillé chez RFR, Pay et son équipe, pour la construction. Et après, Pay nous avait demandé de faire la pyramide inversée. Et après réflexion, ces deux projets, ces deux pyramides que nous connaissons tous, ça montre un aspect très intéressant de l'état d'esprit dont je vous parlais. C'est que la grande pyramide... Voilà, c'est ça. Alors, c'est intéressant. La grande pyramide, il y a la structure qui était le plus petite que possible, faite par l'ingénieur Nicole au Canada, par-dessus lequel on applique le système de vitrage. Donc, c'est dans l'objectif de faire un bâtiment, une architecture le plus transparent que possible. Alors que c'est cette séparation de métier entre l'ingénieur et la peau de l'architecte, qui était Mike Flynn et son équipe de New York, c'était deux métiers séparés. Lui, il devait appliquer une charge spécifique à une structure métallique, et le métallique, il pouvait s'appliquer uniquement des charges données à un endroit précis. Donc il y a une sorte de descente de charge entre les deux qui crée une séparation. C'est deux métiers, c'est deux professions, Et qu'après la réflexion sur la pyramide inversée, Peter a dit, bon, le verre, c'est structurel, on peut l'utiliser comme structure. Voilà, le verre est structurel, avec le boulon articulé. Les efforts passent par le verre et par les pièces métalliques de lien, liaison. Donc ça montre un état d'esprit. C'est que si on construit quelque chose comme un ensemble, c'était l'idée de Peter Rice de RFR à l'époque. Il voulait faire cette laboratoire de synthèse des deux métiers, des deux professions. Et c'est ça, c'est un état d'esprit, de construire une chose, mais totalement holistiquement, totalement intégralement. Voilà. Et pour moi aussi, en tant qu'étudiant, je rêvais
la conception, la construction des arcs en maçonnerie. Et là, pour moi, cette petite image, c'est une synthèse de poésie, de structure, de la technique, maîtrise de la technique pour faire une arche de symbole classique, comme on le trouve ici. C'est un élément d'architecture fondamental, mais qui nécessite une compréhension et une maîtrise totalement de la technique. Après, le dernier projet avec Peter Rice que j'avais la chance de faire, c'était le cathédrale de Lille, où le projet s'était installé dans le front ouest de la cathédrale de Lille, cette façade. Et là, on est revenu à la pierre. C'est de la pierre mise en tension pour simuler l'effet et le poids de la maçonnerie dessus, et qui parlait de toute une histoire, la lumière et la pierre, donc qui était parfaitement approprié pour le cathédrale. Et cette image montre le sujet de la lumière intéressait beaucoup Peter Rice à l'époque, une façon de filtrer la lumière, parce qu'une église, c'est une histoire de lumière, c'est la croyance, c'est la lumière. Donc d'exprimer la lumière avec un élément d'architecture, un élément de sculpture, c'était l'objectif de ce projet. Après le décès tragique pour moi de Peter Rice, j'avais la chance de travailler avec Roland Dreux sur ce projet à Osaka, qui pour moi aussi, c'est une synthèse encore de l'ingénierie et de l'architecture. Une dôme, qui est une coque, une forme structurelle, fait d'une résine qui est lui-même, le traitement de la résine devient un tissage sculpturel, une sorte de la résine sculpturelle. Ça en fait partie, ça fonctionne beaucoup, ça fonctionne très bien, mais tous les nœuds sont identiques, mais ça crée aussi un dessin. Donc c'était cette synthèse de dessin et de l'architecture. Et un autre appareil que j'avais fait avec l'agence Andro et Para, la coupole de la Société Générale. Et là, derrière, on regarde le ciel, c'est la structure qui devient la silhouette, c'est la structure qui fait le dessin. Donc maîtriser le dessin, c'est d'en faire un objet stable. Une passerelle que j'avais la chance de faire à Turin, en Italie, où chaque élément, il n'y avait pas un élément de projet qui n'était pas utile, qui n'avait pas une fonction. Chaque câble, chaque pièce, chaque profil avait toute une fonction technique. Et que donc l'ouvrage d'architecture, c'est une composition des éléments techniques. Le Louvre, j'avais la chance de travailler avec Mario Bellini. Et de l'intérieur encore, cette histoire de filtrage de lumière. La lumière, c'est aussi bien une donnée très importante que la gravité et les efforts de vent et de séisme de structure. C'est la lumière aussi une partie de la composition du travail. Un travail que j'avais fait avec Bernard Chemy, une passerelle à La Roche-sur-Yon. C'est par-dessus les voies ferrées, donc on devait créer une sorte de résille pour protéger les gens de tomber sur les voies, des objets de tomber sur les voies. Donc on a dit transformons cette résille dans une structure, aussi dans un élément sculpturel d'architecture. Et donc nous avons fait un travail paramétrique où la résille est une partie tendue et une partie, c'est la partie tendue ici, et la partie comprimée qui est manifestée. Donc on avait fait un tube, on a analysé un tube pour voir les éléments, la partie où ça travaillait plus en flexion, les parties où il y avait le moment le maximal, et toute la structure s'adapte aux efforts. Donc c'est une expression des forces, une expression de manière que ce tube travaille, mais qui devient aussi un élément d'expression architecturale. La lumière, et c'était Bernardo Brescia d'Architectonica, le client Swire qui nous avait invités à faire le projet. Et ma mission, c'est de faire cette lumière et d'exprimer le thème Climate Living. Donc quelque chose qui réagit au climat. Parce que ça aussi, c'est le climat, c'est très important dans la conception de l'architecture.
Et donc la maîtrise de la technique du climat, aussi très très important. Et ça, c'est l'ouvrage fini, ça exprime le mouvement de l'air. On capte l'air de la mer et on fait accélérer naturellement. Donc on refroidit le bâtiment et c'est mesuré qu'à 6 degrés moins de température grâce au sentiment de mouvement de vent sur la peau. Aussi, la façon qu'on a traité la lumière, jamais il y a eu de lumière directe, toute la lumière est indirecte, mais on voit toujours le ciel. Et j'avais un grand honneur d'avoir ce projet été raconté dans le Financial Times, où le titre de l'article c'est Merges Art, Science and Architecture. Donc nous y sommes. Nous y sommes dans cette merging des professions. Donc ça, juste quelques détails. C'est des lames en toile fixées sur une structure métallique qui, entre autres, devait être calculée pour les ouragans de Miami. Et on avait réussi Irma à passer sans dégâts. Et voilà, ça c'était les études qu'on avait fait en interne de vent. Donc on voit que la forme de la couverture, c'était fait pour capter le vent en aval, mais aussi pour le faire sortir. Donc on a fait d'abord des études, donc des études techniques, c'est pas des études structure, mais des études de stimulation de vent, de stimulation de mouvement d'air, qui alimentent et justement justifient la démarche architecturale. Et que donc on a démontré que le vent s'accélérait et que donc ça avait créé, ça avait réalisé cet objectif de rafraîchir. Et en ce moment, j'ai la chance de travailler avec Christophe Rossineau sur l'hôtel de la Marine. C'est très bien. Et je suis vraiment ravi de travailler sur ça. Et mon ami Rudy Reciotti m'avait envoyé un texte après qu'il a lu. Il a dit « Hugh, tu es un vrai chevalier de métal. » Ça, il est génial, Rudy. Donc ça, pour moi, c'était l'énorme. J'étais très très content quand il m'a raconté ça. Shakespeare de métal, il a dit. Et c'est ça, pour moi, c'est s'amuser de créer la poésie avec la structure, avec ce que nous construisons, c'est de créer de la poésie. Voilà. Donc, merci. Alors, on a encore un sondage, normalement. Donc, on va y arriver. Voilà. Donc, selon vous, quelle agence, donc en France ou à l'international, est la plus représentative de la double compétence architecte-ingénieur? Donc là, la réponse est libre. Donc, libre à vous d'écrire le nom de l'agence qui, pour vous, est la plus représentative de ce type de cursus et qui est le plus à même, finalement, à attirer vos profils. Attention aux fautes d'orthographe. C'est presque devenu politique. Hein. Ah, il y a AIA qui est finalement apparu. Renzo Piano deux fois aussi. Il y en a certaines que je ne connais pas du tout. Hein. AREP, qui est un petit score. Ouais. Alors il y a quand même Renzo Piano qui est écrit de plusieurs façons différentes, mais qui est là. Hein, Marc Mimram, c'est pareil. D'accord, c'est intéressant. On y reviendra de toute façon après à cette dimension un peu internationale et la façon dont on peut se positionner, notamment dans les agences, dans le débat. Mais alors avant de passer au débat, je voudrais laisser la parole à Cécile Ferrara qui fera
l'habile transition justement vers le débat et qui va nous présenter voilà, son profil. Merci. Bonsoir. Déjà, d'abord, je vous remercie de m'accueillir ici ce soir. Je ne suis ni architecte ni ingénieur. Je suis urbaniste de formation, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours, ce qui expliquera, ce qui éclairera ma présence ici ce soir. Donc, après des études d'urbanisme, j'ai commencé à travailler dans des collectivités territoriales sur le volet du développement économique local. Ensuite, je suis très vite passée aux questions d'habitat en tant que consultante auprès des collectivités et des bailleurs sociaux essentiellement. J'ai travaillé sur la stratégie territoriale de l'habitat, les politiques locales de l'habitat, les opérations de renouvellement urbain. Et ensuite, j'étais plutôt sur des dimensions plutôt programmatiques. Et ensuite, j'ai été vers la maîtrise d'ouvrage, pour approcher ces aspects de logement d'une façon plus pragmatique. Donc j'ai travaillé pendant 9 ans dans un groupe immobilier au niveau national pour faire du logement social et du logement intermédiaire. Aujourd'hui, je suis en appui aux collectivités et aux bailleurs sur des stratégies territoriales. Donc tout ça fait à peu près un peu plus de 15 ans d'expérience au service des territoires et de l'habitat. Donc les territoires, on ne les a pas tellement évoqués jusqu'à présent, sauf peut-être Augustin en début de soirée. Ce qui motive et ce qui structure aussi mes différentes missions, mes différents postes, parce que j'ai toujours eu à faire finalement sur ces postes et quel que soit l'environnement professionnel, ça a été de travailler au dialogue finalement des différents acteurs de l'acte de construire. On est en amont et puis plus en aval ensuite quand j'étais en maîtrise d'ouvrage. L'idée, c'était de favoriser vraiment ce dialogue qui n'existait pas forcément au tout début de mon parcours, notamment sur la question du logement, avec les décideurs d'un côté et les concepteurs de l'autre. Ce que je veux chercher aussi à faire, et ce que je cherche toujours à faire aujourd'hui, c'est de permettre aussi une approche plus globale, plus transversale, le terme a été dit tout à l'heure, et cohérente des différents acteurs, pour approcher les politiques de l'habitat et du logement. Moi, je sais que l'architecture, c'est pas que du logement, mais c'est mon domaine. Voilà, donc mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc si je... Non, ce que je voulais juste... ce à quoi je réagis en fait, je peux réagir tout de suite déjà à quelque chose que ce que j'ai entendu là dans les diverses présentations, c'est qu'il me semble en effet que le fait d'avoir ce double cursus architecte-ingénieur, ou bien si vous ne l'aviez pas au départ, en tout cas vous l'acquérez plus tard, manifestement c'est quand même un atout pour approcher certaines opérations, on les a vues là. Moi, ce que je vois en tant que maître d'ouvrage, c'est, oui, je pense que c'est un atout, ça rassure, et le maître d'ouvrage a besoin d'être rassuré, ça rassure, mais à la condition d'être identifié comme tel, c'est-à-dire que je pense que finalement on ne sait pas forcément si vous êtes architecte, si vous êtes ingénieur, si vous êtes les deux, si vous voulez mettre en avant. Donc du moment que vous êtes identifié comme tel, oui, il semblerait que ce soit franchement un atout, de ce que j'ai vu dans les présentations ce soir. Merci Cécile. Donc on va passer... Alors attends, je répartis le micro. Donc on va passer au débat. On en a pour à peu près une vingtaine de minutes, une petite demi-heure. Après on vous laissera profiter du buffet. Alors je rebondis effectivement sur ce que disait Cécile. Donc l'idée c'est aussi de vous donner quelques clés de lecture sur la façon dont vous pouvez vous positionner vis-à-vis
de cette question. Le premier Menti qu'on a fait, qui était aussi destiné à vous faire finalement faire un choix. Est-ce qu'il faut faire un choix? Est-ce qu'il ne faut pas faire de choix? Le début de réponse de Cécile est quand même aussi assez clair dans la mesure où c'est vrai que c'est bien d'être identifié, s'identifier. Alors je trouve que cette question d'identification, on y reviendra après sur la problématique que je voulais aborder en premier, qui était l'accès à la commande. Et puis on a eu une discussion très intéressante tout à l'heure avec Augustin, qui était de se dire, avant même d'accéder à la commande, déjà, il y a un monde entre je suis étudiant et j'accède à un emploi. Et je vais peut-être te laisser... Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être une remarque qui était intéressante à mon sens. Et je te propose de prendre la parole quelques minutes, voilà, sur le sujet qu'on a développé tout à l'heure, sur, voilà, vous êtes diplômé et après... Qu'est-ce qui se passe? On a vu un petit peu dans le slide de Clémence comment se structuraient les acteurs auxquels vous êtes censés faire face. Je pense que c'est important de revenir sur ce point. Non, mais effectivement, au début, on a échangé et tu avais posé cette question accès à la commande. Donc, il me semble que avant, c'est l'accès à la profession. Et ce que je trouve intéressant dans les diversités de parcours, c'est qu'on voit bien comment le premier emploi, où il est déterminant pour la suite du parcours. Je trouve que l'expérience chez Peter Rice, on voit bien qu'à un moment, elle dessine une trajectoire. Et donc, c'est avant de se poser la question de l'accès à la commande, on n'a pas vu le résultat de comment vous vous projetez, mais c'est vraiment comment à la fin des études, on se positionne sur une stratégie de carrière et que cet accès à la profession, ce qui permet de mettre de la commande, le métier, etc., il est vraiment déterminant pour ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on le voit ce que j'ai trouvé intéressant dans les présentations là, c'est qu'on voit bien qu'à des échelles complètement différentes, qui vont de l'objet, sculpture, le truc que vous avez fait, la commoditerie, jusque aux structures complexes d'ingénierie. Le double cursus, il permet mais comme la profession d'architecte, et là on parle du double cursus architecte-ingénieur, mais on aurait pu parler aussi et élargir au double cursus, on a parlé un peu au début, architecte-historien, architecte-sociologue. En tout cas, comment la profession d'architecte, elle se nourrit de d'autres professions, de d'autres partenariats, et que la façon dont on commence à accéder au projet, elle est vraiment structurante et déterminante pour la suite. Si quelqu'un veut réagir. Oui, juste deux mots. Oui, je pense que cette notion c'est pas uniquement l'ingénierie pour l'architecture. À mon avis, c'est dans l'expérience de mes projets récents, la lumière et le climat, l'environnement. À mon avis, c'est aussi des autres éléments qu'il faut absolument intégrer dans la réflexion architecturale. Donc je pense que à la fin, c'est l'architecture qui drive, si on veut, et c'est la synthèse des autres questions, des autres professions. Mais pour moi, la grande question, c'est la notion de profession. C'est que, comme je montrais le projet de Thierry, où c'est cette séparation légale, la responsabilité. C'est la question de responsabilité. On doit signer et dire que l'honneur, ça tient. Et donc ça c'est une grande question. Ça rejoint aussi ce que disait Cécile sur la confiance. Aussi, si on se positionne du côté du maître d'ouvrage, il y a quand même une relation de confiance qui doit être très très forte entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage finalement. Et ça détermine la position aussi de chacun. Et j'avais une autre question qui rebondit un petit peu sur chacune des présentations que vous avez faites. Alors, pour chacun d'entre vous, on ne comprend pas combien vous êtes, en fait. Donc, je veux juste faire un petit sondage et que chacun d'entre vous, vous nous disiez combien vous êtes dans votre agence et quel type de profil vous avez dans l'agence, en fait. Clémence, vas-y. Nous sommes 3, moi inclus, et je suis la seule ingénieure. D'accord. Les autres sont architectes. D'accord.
moi, je pensais l'avoir dit, mais en fait, on a deux agences. Il y a une agence d'architecture qui s'appelle Atelier Bussy, où on est 5, et un bureau d'études structure, et puis un laboratoire des structures, où on est également 5. Et on partage les frais de gestion un peu en commun. Donc on a une assistante en commun. Donc ça fait 11. D'accord. Et nous, donc, nous sommes 9. Alors, je suis le seul ingénieur. En revanche, c'est vrai que ce que vous disiez, ce qui est vraiment intéressant dans le métier d'architecte, le profil d'architecte, en fait, est vraiment un profil où, selon un peu ses sensibilités, ses prédominances, ses appétences, et en fait, même si je suis le seul ingénieur, en fait, j'ai des archis qui sont plus ingénieurs que moi dans leur démarche, parce qu'ils connaissent, ils vont chercher, enfin, ils sont plus techniciens. Et puis j'en ai un autre qui est plus historien, par exemple, dans l'idée. C'est vrai que voilà, mais on est 9, et pour la partie ingénierie, on fait appel à plutôt des ingénieurs externes. Et Jules? On est 12, donc 4 ingénieurs, beaucoup d'étudiants, et que je prenne, j'aime beaucoup les étudiants, les chercheurs, et le français ouvert. Moi j'ai répondu, je sais pas. Tu es courageux. Ouais. Je sais pas. Oui, tu sais d'ailleurs, je vais t'avouer juste une chose, c'est que, alors, donc, comme le disait très bien Hugh, j'ai écrit un article sur la Verrière, donc qui est en train d'être posé d'ailleurs en ce moment même à l'hôtel de la Marine, donc ce superbe projet de musée qui est un des premiers finalement musées Art déco, puisqu'il présentait le mobilier de l'intendant du roi. C'est là où était testé le mobilier du roi à l'époque. Et donc il y a un très beau musée qui est en cours de rénovation dans l'hôtel de la Marine. Et donc j'ai écrit cet article sur la Verrière, parce que j'écris des articles spécifiquement sur les grands projets, les grands travaux. Et je pensais que tu étais ingénieur quand même, alors que j'ai interrogé Christophe Bottineau, on a fait une fiche technique, voilà. Donc je tiens à avouer que même à ce niveau-là, quand même, on peut faire des erreurs. Tu vois, c'est ambigu. Mais complètement, mais c'est complètement ambigu. Et lui qui disait qu'il ne savait pas être indépendant avant. Non mais voilà. Je sais l'ambiguïté. Le hasard fait très très bien les choses. Et ma deuxième question, Cécile, vas-y. Je pensais juste au fait que architecte ou ingénieur, ce qu'il faut voir aussi, c'est, enfin ce que nous on voit, enfin ce que je vois, c'est deux formations, deux cursus. Les immeubles Art déco, on les transforme de bureaux en logements dans le 16e. Enfin, ce sont des opérations assez particulières pour lesquelles, alors soit ce sont des appels d'offres restreints, parce que du coup c'est dans la commande publique, soit ce sont des commandes directes. Mais pour le moment, je dirais que c'est venu un peu comme ça, quoi. Après, je posais cette question, on va continuer le tour de table, mais je posais aussi cette question parce que dans le deuxième sondage qu'on vous proposait, on vous disait, est-ce que vous pensez, si vous vous projetez déjà dans ce que vous serez demain, est-ce que vous vous voyez plus dans une grande agence, une petite agence, freelance, entrepreneur? Et c'est vrai que toute cette logique de réponse, soit appel à projet, soit à concours, en gré à gré, tout ça, ça fait partie de la complexité de la commande qui, à un moment donné, était idéalement de la commande publique sur laquelle voilà, il y avait des aspirations très très fortes, mais que la structuration de cette commande elle a changé et que la façon dont vous pouvez entrer dans la profession, confirmer votre modèle économique, etc., ça reste quand même des problématiques qui sont importantes. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt d'avoir soit des petites agences qui fonctionnent un peu comme celle que tu décris, enfin ton modèle, ou soit des très très grosses agences. Et entre les deux, voilà, ça devient un peu plus compliqué. D'où l'objet de la question. Je peux y répondre aussi. En fait, la commande, c'est quelque chose qui se construit. Enfin, de mon expérience, en fait, la clientèle, c'est quelque chose qui se travaille.
faire le distinguo entre commande publique et commande privée, en fait, ça enlève beaucoup de nuances. Et j'ai essayé d'en montrer à travers un peu mon exposé. Ça part du budget participatif de la ville jusqu'à un maître d'ouvrage institutionnel, un bailleur social, puis si on va dans le privé, du promoteur à un particulier. Enfin, c'est quelque chose qui est très varié. Et du coup, c'est pas que ça nous tombe dessus, c'est pas vrai. Il y a des choix, il y a des stratégies, il y a toute une logique, on va dire commerciale, hein, le mot n'est pas sale, qui doit se mettre en place. En tout cas, moi, pour mon agence, ce qui était en tout cas important, c'est l'expérimentation, donc c'est la diversité des projets, hein, qui me semblait le plus important. Je voulais simplement dire que du coup, quand l'accès à la commande, en étant une jeune agence, aujourd'hui, la commande publique, il est vraiment très difficile. Ne serait-ce que par la limite du chiffre d'affaires, qui est déjà quasi radical. Donc après, effectivement, ça se travaille, etc. Et là, encore une fois, moi je dirais dans la stratégie commerciale, être ingénieur est un super atout parce que les autres ingénieurs de nos promotions avant, après et pendant travaillent dans des entreprises, comme j'en ai parlé, c'est un monde d'entreprise et de politique beaucoup plus que l'architecture pure. Et donc ce sont des gens qui travaillent dans la maîtrise d'ouvrage aussi. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est vrai que c'est beaucoup aussi, nous on travaille beaucoup dans le privé aussi, alors c'est vrai que selon les codes d'ingé qu'on fait, on a un relationnel de fait, je ne comptais pas en parler, mais effectivement tu as raison, c'est vrai que c'est un aspect, même si moi personnellement je n'ai pas vraiment bénéficié, mais qui est vraiment plutôt intéressant, à titre purement commercial. Après, c'est quand même beaucoup de bouche à oreille, et c'est vrai que c'est vraiment, on en parle à l'un qui parle à l'autre, on fait nous notre mieux pour que le maître d'ouvrage soit satisfait et qu'on arrive à quelque chose qui ait du sens. Et du coup, à chaque fois, enfin, franchement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et pour le coup, le fait d'avoir ce double diplôme, moi, dès le début, qu'on soit d'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai commencé à bosser à CETEC, on m'a dit oh, tu fais de l'archi, c'est génial, tu vas pouvoir parler avec eux parce qu'on ne les comprend pas toujours. Donc ça m'a permis de rentrer chez eux. Et l'inverse, après, en tant qu'archi, voilà, ça rassure beaucoup le client de savoir que, bon, ok, t'es archi, mais ils ne se rendent pas compte qu'on peut délivrer complètement aussi, mais ils croient que ça fait quelque chose de... c'est rassurant, quoi. Et, Cécile, tu veux peut-être intervenir, hein? Sur le choix des clients, non? Non, pas sur le choix des clients, mais justement, je trouve que c'était intéressant que tu rebondisses sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en fait, ce qu'on se disait, c'était que parfois, le maître d'ouvrage ne sait pas forcément vraiment quel est l'intérêt d'avoir recours à un architecte, pourquoi, enfin voilà, il y a quand même une pédagogie très importante, au-delà de l'aspect ou réputation, ou compétences, etc., qui est un peu nébuleux. Alors c'est vrai qu'on en discutait en aparté tout à l'heure, la question du rôle de l'architecte, alors en amont, puisque comme je disais, moi j'étais beaucoup au niveau des projets très en amont, voire en programmation au niveau des collectivités, et c'est vrai que l'architecte n'est pas présent. Alors pourtant, d'autant plus architecte-ingénieur, j'ai envie de dire, aujourd'hui quand la ville se complexifie, enfin c'est quand même se complexifie, sous couvert de simplification au quotidien, voilà, la ville connectée qui est censée nous faciliter la vie, ça complexifie quand même pas mal les rapports, il y a des enjeux juridiques, enfin, des enjeux de propriété, de réseau. Et du coup, pour ça, je pense que l'architecte-ingénieur pourrait être un atout en amont, très en amont, dans des discussions voire même avec les collectivités. Et là, je ne parle pas pour des projets de construction, hein, je parle même dans des projets plus amples d'aménagement. D'où, c'est où je voulais en venir. Mais sur les politiques locales de l'habitat, par exemple, on parle beaucoup parfois, enfin on va parfois très finement après sur ce qu'il faudrait faire sur tel ou tel bâtiment. Et le rôle de l'architecte, là, il y aurait, je pense, il y aurait une place. Sauf que je pense qu'en termes justement de contrat de marché, c'est pas prévu, c'est pas identifié. Alors tout à l'heure, Augustin disait qu'il fallait peut-être se faire entendre.
Oui, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que l'architecte, ingénieur ou pas, se monte au créneau de temps en temps, surtout sur cette question, sur ces questions urbaines et avec les enjeux environnementaux aussi. Je vais pas, c'est évident, hein, mais c'est mieux en disant. Il y a des enjeux très forts en termes de construction, en termes d'utilisation de la ville. Et là, pareil, l'architecte-ingénieur, je pense à son mot à dire, mais en amont des prescriptions, parce qu'après il y a des prescriptions qui sont écrites par les aménageurs, il y a des prescriptions qui sont écrites par les collectivités, des conditions pour construire tel ou tel bâtiment. Et parfois, il y a un architecte qui a travaillé avec eux, mais pas systématiquement. Donc, est-ce que ça permettrait plus facilement après d'accéder à la commande? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le rôle de l'architecte, là, il est assez absent, finalement. Comment est-ce que les autres intervenants, est-ce que vous percevez, vous, ce côté parfois un peu en silo, parce qu'on parlait de pluridisciplinarité, etc., un peu plus d'ouverture. Finalement, est-ce que c'est une réalité? Comment est-ce que ça évolue? Voilà. Comment est-ce que vous avez l'impression d'être encore quand même très encastré dans un rôle? Moi, j'ai entendu des choses genre oui, l'architecte il fait que du design, c'est un designer, et le BET, faut prendre un BET parce qu'un BET ça rassure. Et voilà. Est-ce que quand même vous percevez ça encore? Alors, la question est importante parce que on parle d'architecte, ingénieur, on dit est-ce que c'est un nouveau métier? Moi je pense que ce qui nous unit, et je suis d'accord avec Hugues, en fait ce qui me rejoint c'est le projet, encore une fois, c'est le projet. Les métiers qui sont derrière, et je dis les métiers parce que derrière le mot architecte, il y a une variété de profils en fait. Architecte, on peut aussi faire de l'urbain, on peut aussi faire du design, il y a des gens qui ont monté des agences pour faire de l'événementiel, on peut s'intéresser plus à l'hôtellerie, ou plus... Enfin, il y a des... Sans parler de cloisonnement, enfin, il y a différents métiers derrière le mot architecte, il y a différents métiers derrière le mot ingénieur, on n'a pas tous la même pratique, mais ce qui nous rejoint, c'est le projet. Et du coup, moi, typiquement, je consacre mon travail plus sur la partie structure. Pour autant, je ne me sens pas encloisonné, ni bloqué, ni brimé par... parce qu'on pourrait croire qu'il y a une œuvre totale et qu'on peut travailler voilà, sur l'ensemble des projets. Mais dans la réalité, c'est qu'on travaille ensemble, en fait. Et un projet, il n'y a jamais une personne, c'est une pluralité de profils. L'avantage qu'on a avec cette double formation, c'est qu'à un moment donné, on a été ouvert à différents mondes. Et donc... En tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est la curiosité. Si je vais sortir un mot, c'est la curiosité. Dans la question, il y avait une partie de la question qui était est-ce que c'est nouveau? Moi, de ce que je perçois dans ta présentation, c'est que finalement, ça n'a quand même rien de nouveau, en fait, puisque on remonte à des projets des années 80. Moi, je peux même remonter à des projets encore avant de l'observation que j'ai pu faire sur la conception dans les années 50-70. Il n'y a pas de nouveauté à avoir une collaboration très forte sur des profils architecte-ingénieur. Absolument, regarde Brunelleschi. C'est vraiment une synthèse parfaite entre la géométrie, l'ingénierie et l'architecture. Moi, pour moi, pour répondre à cette question, mon cas, il faut surtout travailler la commande, il faut travailler la clientèle, créer l'identité. C'est très important. C'est une partie plus difficile dans notre travail. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est l'œuvre, c'est le travail, l'œuvre qui driver, c'est ça. J'avais la chance, moi, mon parcours, c'était après la Villette. J'étais vu comme spécialiste des bilans. Yes. Et j'ai tombé sur un client en Corne qui m'a beaucoup aimé un détail. Et que ce client que j'ai rencontré, j'ai cultivé ce rapport. L'avantage qu'on a avec cette double formation, c'est qu'à un moment donné, on a été ouvert à différents mondes. Et donc,
En tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est la curiosité. Hein, voilà. Si je devais sortir un mot, c'est la curiosité. Je me tourne vers Hugh, dans la question, il y avait une partie de la question qui était est-ce que c'est nouveau ? Moi, de ce que je perçois dans ta présentation, c'est que finalement, ça n'a quand même rien de nouveau, en fait, puisque on remonte à des projets des années 80. Moi, je peux même remonter à des projets encore avant de l'observation que j'ai pu faire sur la conception des zones dans les années 50-70. Il n'y a pas de nouveauté à avoir une collaboration très forte sur des profils architectes-ingénieurs. Absolument, regarde Brunelleschi, c'est vraiment une synthèse parfaite entre la géométrie, l'ingénierie et l'architecture. Pour moi, je pose des questions. Mon cas, il faut surtout travailler la clientèle, créer une identité. C'est très important. C'est une partie plus difficile dans notre travail. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est l'objet, c'est le travail, l'œuvre qui drive dans tout ça. J'avais la chance, moi, mon parcours, c'était après la Villette. J'étais vu comme spécialiste des pièces. Et j'ai tombé sur un client en Hong Kong qui m'a beaucoup aimé un détail. Et que ce client que j'ai rencontré, j'ai cultivé ce rapport parce que sa réponse à un détail, c'est pas parce que c'était moins cher, c'est parce que c'était le plus beau. Et donc, s'il y a un client qui s'intéresse à quelque chose qui est plus beau, là on est sur le même plan. Donc j'ai vraiment cultivé ça. Et le prochain projet, il m'a dit si tu fais cette barrière, et après si tu fais cette passerelle, et après si tu fais cette climate ribbon, avec ces clients, j'ai développé une espèce de confiance de faire des éléments spécifiques. Et donc c'était vraiment le parcours habituel. Et il m'appelait pour aider à travailler avec des archives locales. Par rapport à ta perception aussi de l'univers français, puisque la pratique à l'étranger est différente de la pratique en France. Alors moi j'ai plutôt travaillé avec des agences allemandes ou américaines qui déjà ne comprennent pas qu'on puisse avoir qu'on ne peut pas avoir la maîtrise de l'exécution et que l'architecte à un moment donné soit mis de côté, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il fait un dessin et après quelqu'un d'autre va concevoir son projet. J'ai l'impression, c'est peut-être faux, mais que c'est une spécificité quand même assez forte en France. Quelle est toi ta perception de ça ? Oui, c'est vrai, en tant qu'anglo-saxon, on est vu comme étant plus, ayant plus de maîtrise de la technique en même temps. Et l'architecte comme artiste, c'est assez français. Et à l'étranger, c'est chaque année. Là, la spécialité d'un architecte d'exécution différent de la conception. Oui, ça arrive beaucoup, effectivement, en Chine. On appelle un designer. Mon client, il avait appelé Guéry. Et il y a une agence locale. Donc non, effectivement, non, c'est pas tout à fait, c'est généralisé. Cette idée d'un architecte star et quelqu'un d'autre qui fait le solide. Ce qui existe, pour vous donner un exemple, par exemple sur les réinventés, etc., sur Morland, donc le bâtiment de la Prade, vous avez, alors l'équipe, c'est David Chipperfield, donc qui gagne, qui signe le bâtiment, mais qui a une agence qui fait le lien entre l'Allemagne et la France, qui s'appelle BRS, et BRS travaille elle-même avec Calque Architecture, qui travaille avec Calque Exe, et tout ça, c'est déjà l'équipe de conception. Donc il y a quand même une espèce de complexité énorme quand on commence à faire appel à des designers étrangers, une chaîne de production qui se met en place, qui est très très compliquée. Et pour avoir fait l'enquête sur ce sujet, ça complexifie quand même énormément le dialogue. Je ne sais pas quelle est ton expérience, soit plutôt sur par exemple Fujimoto, ou même tu as fait quelques projets à l'étranger aussi, Clémence.
Fujimoto, c'est l'exemple type du montage hyper compliqué, effectivement, où donc, Fujimoto, agence japonaise, s'est appuyé sur les Nérocell parisiens et OXO, qui est une agence encore à l'échelle plus locale. Et après, le montage de maîtrise d'ouvrage était aussi un peu compliqué, puisque c'était l'association de 4 promoteurs plus un investisseur pour mener à bien le projet dans toute sa complexité, et surtout pour Montpellier, c'était un des premiers projets un peu précurseur, on va dire, d'un mouvement de redynamisation de toute la ville. Après, je n'ai pas très... Ton retour d'expérience, c'est quoi? En fait, la façon dont tu as pu t'intégrer au projet, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté énormément, puisque travailler sur des projets de cette complexité et de ce niveau d'innovation, je n'ai pas accès à cette commande-là en tant qu'architecte. Donc, en tant que maître d'œuvre d'exécution, c'était génial, quoi, parce que de toute façon, moi, j'ai commencé ma formation par le chantier tout le temps, que ce soit d'abord en fait chez Eiffage, en tant qu'ingénieur, et puis au Chili, c'était aussi beaucoup de chantiers pour la mise au point des détails de cette fameuse maison incrémentale. Et après, j'ai travaillé chez Architecture Endymion pendant 4 ans, où j'ai suivi un projet de A à Z du DCE du DCE au chantier, justement. Donc et en fait, je trouve que par le chantier et le suivi de chantier, on comprend la pratique d'un architecte et son dessin. Et chacun a sa façon de concevoir. Et du coup, moi, ça m'apporte énormément justement de comprendre ces différentes façons de concevoir. Alors, j'ose même pas imaginer sur un chantier de Peter Rice ou de Hugh Dutton l'enrichissement que ça doit pouvoir apporter, de juste comprendre la façon dont le dessin a pris une réalité, une matière, quoi. Donc moi, personnellement, ça enrichit beaucoup ma façon de concevoir aussi un projet, puisque finalement, quand on sort de l'école, que ce soit d'ingénieur ou d'architecte, c'est difficile déjà d'avoir accès à une commande qui permet d'innover et comme vous avez dit, de trouver un client qui apprécie le beau et qui veut que son projet soit beau et pas juste économiquement viable ou rentable ou optimisé ou ces choses-là. Donc voilà. Mais on parlait d'ailleurs de choix. J'imagine que chacun d'entre vous fait des choix pour et des choix contre. Enfin, malheureusement, on ne peut pas toujours choisir. On peut, hein, il y a certaines agences qui le font d'ailleurs, mais qui restent dans des modèles économiques qui peuvent être assez fragilisés en faisant des choix d'avoir des partis pris finalement tranchés. C'est aussi d'une certaine façon se mettre en danger. Ça, c'est le talent. Et justement, je me permets d'intervenir, je pense que le profil ingénieur permet d'aller de ce qu'on pourrait appeler le design de manière simple, c'est qu'on va toucher quelque chose qui va être efficace. C'est-à-dire qu'on fait du beau, mais on a cette logique de se dire ok, on a déliré, on a fait un truc extraordinaire, on a fait quelque chose de politique, ça. Et comment on va pouvoir convaincre? C'est aussi une force de conviction, en fait, de l'ouvrage, d'arriver à l'amener vers où on veut. Et cette force technique, en fait, je pense qu'elle est vraiment... Elle apporte beaucoup, parce que quand on va vous dire, mais non, ça marche pas ton truc. Si ça marche, parce qu'on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est vraiment important. Ça participe aussi un peu de l'intelligence collective et de la façon dont on constitue son équipe, puisque de plus en plus aussi dans les agences sont intégrées, et même à des petites échelles d'agences, on retrouve un architecte, un ingénieur, un économiste, ou un architecte, un ingénieur, un avocat. Voilà. Et on va avoir des modèles d'agences, même très petits, qui peuvent avoir une efficacité assez grande, parce que les profils sont extrêmement complémentaires en fait. Là, on a
abordé à peu près... Ah si, il y avait un dernier sujet, qui était un sujet qui était remonté sur les questions des membres de l'association, donc que je vous délivre, qui était, certains d'entre vous sont professeurs, donc quels sont les conseils qu'ils auraient à donner voilà, à l'auditoire qu'on a aujourd'hui? Comme je suis enseignant, je peux peut-être qu'elle m'ait visé. Donc un conseil pour leur avenir professionnel ou dans l'immédiat Je crois que les deux sont intrinsèquement liés quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, intrinsèquement liés, ça. Oui, alors après... Je vais redire le mot qui me paraît important, c'est curiosité. Encore une fois, je pense que pour bien mener, parce que là, si c'est intrinsèquement lié, ses études et aussi sa vie professionnelle, et c'est encore une fois d'être curieux de tout, de tirer des expériences de chaque moment. Et ces expériences-là, il faut les créer. Et les créer, c'est observer autour de soi, tester, expérimenter. Et avec la rationalité dont on est tous munis, c'est d'être capable d'en tirer une leçon. Et donc si après, comme le public est plus architecte et ingénieur, je pense que s'il y avait un mot quand même j'aimerais laisser, c'est... faut pas mettre les gens dans des cases. En fait, il y a différents métiers, il y a différentes pratiques, mais on travaillera tous ensemble. Et aujourd'hui, on parle de la conception, plus volontairement, mais il y a aussi un maître d'ouvrage, il y a aussi des entreprises, il y a aussi des usagers. Et on travaille, le projet, il est fait ensemble. Et du coup, parce qu'évidemment, on avait monté j'ai participé au bicursus avec Franca et Perrin, mais si on suivait leur raisonnement et leur pensée, ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. On aurait pu aussi faire des formations architecte biologiste, architecte économiste, architecte plongeur, architecture navale à la Villette. Et du coup, c'est ça. Donc un conseil, c'est voilà, prendre de l'expérience, mûrir ces expériences, y aller en toute humilité, et puis voilà, tirer des leçons de ces expériences. Il ne faut pas hésiter à s'identifier et faire des choix et s'affirmer dans son identité. Très bien. Merci beaucoup. L'un d'entre vous a quelque chose à ajouter? Vas-y. L'une était d'avoir confiance. C'est très important, d'avoir confiance en soi-même. Mais aussi, on lui posait la question, comment se fait-il que vous faites tous des projets tous innovateurs et comment se fait-il qu'il y a jamais de problème? Souvent des problèmes, mais en fait, sa réponse, c'était une question de travail. C'est que si on regarde tous les détails, et c'est ça, parce qu'on le regarde, c'est quand on ne regarde pas qu'il y a des problèmes. Et ça, c'est important. Donc, c'est du travail. Il faut vraiment travailler chaque détail, chaque idée, jusqu'au fond. Et, si c'est technique, c'est écologique, c'est tout détail, il faut le travailler. Voilà. Donc, le détail, le secret de la réussite. Merci. Le souci du détail nécessite du travail, de toute façon. Très bien. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions alors? Bonjour, bonsoir. Présentez-vous juste en quelques mots. Je suis Nicolas Baldassini, ingénieur ou architecte, bilingue, de préférence ingénieur. J'ai une demi-question, un petit peu ouvert pour mettre un petit peu de piment à la salle ce soir. Je trouve le titre de la conférence de la table ronde un petit peu trop diplomatique. Ingénieur, architecte, le double cursus. Dans les bureaux d'ingénierie, on aime bien des architectes et ingénieurs avec le double cursus, mais il est où l'ingénieur? Et ça, c'est une petite provocation intellectuelle et culturelle. Jung, il est retourné à Brunelleschi, il a raison. Qu'est-ce qu'il a présenté? Ça vient de sa culture anglaise, une culture qui n'était pas compromise dans la séparation entre beaux-arts et école polytechnique. Et ce débat de ce soir, il me semble encore axé sur cette division et sur la volonté de recoller ensemble les vases cassés. Je pense qu'il faut aller autre, un petit peu comme l'a montré Jung. Au début du siècle, elle est passée,
Guardian, il a fait un très bel livre, et il a fait sortir l'ingénierie en niveau d'art. Eiffel, la tour d'Eiffel, le tour de gabarit. Dans les années 50-60, il y a eu Buckminster Fuller, Fayette, pas beaucoup parlé de Léry-Collet, un grand esthète de la structure, et quelques livres d'architecture, quelques grands livres comme le Fendt, il parle de ces trois personnes, mais pas trop. Fayette, il a eu son Pritzker posthume quand il était mort. Il a fait Montréal dans le 68. Mais pour être reconnu, ils ont dû attendre qu'il mourisse. C'est un petit, presque scandale qu'on lui donne cette valeur à une personne qui a donné autant à l'architecture. Et aujourd'hui, cette valeur esthétique de l'ingénierie, de la structure, il est un petit peu caché. Il y a des nouvelles générations qui ne sont pas trop nouvelles. Je veux dire, aujourd'hui, Peter Rice encore n'est pas dans les livres d'architecture, dans l'histoire des architectures. Cela n'est pas dans l'histoire des architectures. On ne parle pas de ces grands ingénieurs qui font l'image. Nervi, c'est les derniers, c'est une épigone des moments culturels dans lesquels on voulait parler des archives, des ingénieurs. Mais aujourd'hui, globalement, les ingénieurs, ils passent entre les frappes. Et seulement, dans des petits colloques comme ce soir, on cherche de les faire ressortir. Parce que l'ingénieur, il y a une personne qui participe au team pour faire travailler avec les autres, mais l'ingénierie, il porte aussi, il peut porter, pas nécessairement, mais dans certains niveaux, comme il a peut-être parlé Billington dans ses livres sur les ouvrages d'art, il appelle l'art de l'ingénierie. Donc la question pour tout l'ensemble, c'est il est où l'ingénieur? Qui souhaite répondre? Moi, j'ai juste une remarque à faire. Je suis assez d'accord avec cette remarque, mais moi, je la notifie, donc en tant qu'historienne. Je la notifie dans les parcours à la Défense en présentant, avant de présenter l'équipe d'architectes sur le CNIT, je présente l'ingénieur, puisque tout le projet part de la réflexion de Nicolas Esquilan sur l'observation des ailes d'avion, les profils, etc. Donc ce record mondial, il est lié avant tout à l'ingénieur qui initie un modèle de conception avec les architectes. Alors je pense que c'est aussi juste une question de discours et de se souvenir des projets, de la façon dont les projets ont été conçus. C'était un peu ce pourquoi j'insistais sur le mot nouveauté, en challengeant aussi la question qu'on se posait ce soir et en disant qu'il n'y avait absolument pas de nouveauté. Il y avait juste parfois une espèce de capacité à oublier pour mettre en avant une figure plutôt qu'une autre dans des discours qui sont des discours comme on peut le voir aussi encore aujourd'hui, mais là c'est un autre débat et je pense qu'il faudrait 2 heures pour en parler. La pluridisciplinarité, la fabrique de la vie, l'innovation, etc. etc. Ça c'est presque, enfin, c'est même pas presque, sont des questions philosophiques, mais je rejoins très bien votre réflexion. Par contre, je soulignerai aussi une chose, c'est que vous citez beaucoup d'exemples qui sont des exemples d'étrangers. Et je pense que ce côté vase cassé, il existe quand même encore énormément en France. Donc, ça, c'est aussi le reflet, je pense, d'une certaine réalité, d'une certaine façon. Peut-être un mot, parce que moi aussi je rebondis. Je ne sais pas si c'est la question de la médiatisation que vous portez. Il est où l'ingénieur? Est-ce que c'est sur la question de la médiatisation ou est-ce que c'est effectivement une place ou un rôle dans le projet? Souvent, effectivement, la position de l'ingénieur civil, elle est cachée. C'est pas la partie visible et pour autant il a collaboré. Des exemples, en tout cas d'ingénierie, on pourrait en sortir plein d'autres. Des architectes qui ont une dimension technique, on pourrait en sortir plein. Je voulais juste rebondir quand même sur la division de la formation qui est une spécificité, je pense, quand même française, avec l'école des Beaux-Arts et l'école polytechnique. La mise en place des bicursus, et je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont ici ont connu cette formation, elle avait justement pour but de corriger cette histoire, en tout cas d'apporter une réponse à cette fracture. Alors évidemment, après, culturellement, la manière de construire, on reste avec certains métiers assez divisés
Et voilà, ça, on peut le regretter. Est-ce qu'il y a un nouveau métier qui va émerger, ce qui était un peu la thématique d'aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un nouveau métier ou si c'est un super-homme. Est-ce que c'est un super-homme, l'ingénieur architecte? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, dans toutes les œuvres que vous avez citées, que ce soit Otto avec sa décoration, enfin sa distinction posthume, il était effectivement les deux, quoi. Et donc dire qu'il était architecte ou ingénieur, je pense que c'est difficile à distinguer. Vous avez cité Nervi, vous avez cité Candela, vous avez cité... Dans tout ce travail-là, c'est un travail différent. Et c'est pas des gens qui... Alors je ne les connaissais pas personnellement, parce qu'on a cité que des personnes qui malheureusement ont décédé. Mais je pense que si on leur posait la question, elles vous auraient répondu un peu ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire on est les deux, on fait du projet en fait, on est avant tout des concepteurs. Voilà. Après je ne les ai pas connus personnellement. On fait le projet, mais c'est vrai que ce que tu dis, pour rebondir, je trouve que aujourd'hui la tendance est quand même vraiment sur le travail collaboratif et avoir des noms comme ça. Enfin, quand on voit les noms des agences, soit les BET, soit les agences d'ingénierie, on regarde un peu comment ça se... Quels sont les noms. En fait, on a des choses qui sont assez... c'est quand même assez dépersonnalisé et on a l'impression vraiment quand on va travailler avec telle agence, avec une équipe, et vraiment cette notion, je trouve, de chacun à sa place, chacun a son grappin qui est entre guillemets plus auteur. Après, il y a la question de la responsabilité, qui signe et qui dit ok, ça marche. Mais globalement, quand même, qui à la fin est importante au niveau aussi responsabilité dans le bâtiment. Mais globalement, quand même, c'est vrai que moi je trouve qu'aujourd'hui c'est plutôt quand même très. De plus en plus égal entre ces différentes compétences, je trouve. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'on peut lancer la suite. Le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Alors pour ceux qui sont arrivés là, au milieu de la conférence, l'ensemble a été filmé, sera disponible là, sur notre site. Donc au nom de tous, je tiens à vous remercier pour vos interventions et ce moment de partage, ce moment d'expérience qui aura bénéficié à beaucoup d'entre nous. Merci. Alors simplement quelques petits mots sur l'association, je ne vais pas être long, cette association est jeune, je ne pense pas que tout le monde la connaisse, c'est une association qui date 1901, qui regroupe à la fois des étudiants et des diplômés, une association qui est ouverte à toutes les formations et à toutes les nationalités. Elle a trois buts, un but de partage d'expérience, on l'a vu ce soir, un but de promotion de la double compétence et un but de participation, réflexion des formations et des pratiques d'ingénieurs et d'architectes. Voilà, donc il y a pour l'instant 40 personnes qui sont engagées au sein de l'association, au sein de 5 entités, un bureau, un pôle communication, un pôle événementiel, un pôle observatoire, des ambassades qui sont en train de se créer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. D'autre part, plusieurs événements sont déjà programmés. 2 cafés, le 30 juin, qui portera sur l'accès à la commande d'architecture via les plateformes digitales et les réseaux sociaux. Et un autre café, le 12 juillet, sur le thème de l'innovation et créativité architecturale, dépasser la norme technique. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus plus longtemps. On sera là si vous avez envie d'échanger plus au niveau de cette association, si vous avez envie de vous inscrire ou d'en faire partie. On sera au fond au niveau de chacun des pôles. Il y a également une boîte à idées, vous avez des sondages. N'hésitez pas à nous en faire part. Hugh a manifesté son grand intérêt pour les étudiants, mais j'imagine que les autres également. N'hésitez pas à recontacter l'association si vous avez des choses à nous demander, suggérer, etc. Ou même vos profils.
On tâchera justement de continuer ce débat à travers les supports de l'association si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci à tous et merci aux membres de l'organisation pour le travail effectué. Je vous propose de continuer ces débats autour d'un buffet.